Et pourtant, j'étais certain que qu'on l'avait regardé déjà, celui-là. Bon, attends, je vais le chercher. Oups là. Bonjour à tous. Ah, alors attendez 2 secondes. Bazinga, donne-moi une petite demi-heure. J'ai des invités là qui viennent d'arriver. Alors, nous sommes pendant les fêtes de fin d'année, comme vous pouvez le voir. Je vais rapidement l'enlever parce que bon, soyons un petit peu sérieux. Nous sommes donc pendant les fêtes de fin d'année. Nous sommes entre Noël et le 1er de l'an, et c'est à ce moment-là que la vidéo sort. Cette fois, je vais vous présenter un style, le slashers. Je vais vous présenter un des tout premiers slashers qui a lancé ce style-là. Ce ne sera pas le premier, mais attendez. On va laisser passer le générique et je vous en parle juste après ça. C'est parti. Bon, remettons les choses dans leur contexte. Un slasher, c'est quoi? Le slasher, c'est un type de film dans l'univers des films à caractère horrifique qui met en scène un tueur psychopathe qui porte ou non un masque et qui élimine régulièrement un groupe d'adolescents ou d'autres personnes bien sûr, et le plus souvent, ça se passe à l'arme blanche ou avec les armes qu'il va trouver sur place. Et pour parfaire un peu le mythe, ça se passe aussi souvent la nuit. Au moment où la nuit tombe, brutalement d'ailleurs, à 14h30. Et là, vous avez la nuit d'horreur. Parmi les slashers les plus connus, on trouvera Halloween, bien évidemment. On trouvera aussi Vendredi 13, on trouvera les Scream et aussi les Griffes de la nuit. C'est dans les années 80 que le style du slasher va s'affirmer et on en trouvera de très très bons comme de très très mauvais. Après, il y en aura d'autres bien sûr dans les années 90 et puis dans les années 2000, mais bon, je ne vais pas vous exposer toute la liste non plus, on y reviendra en temps utile. Le film d'aujourd'hui, Black Christmas, est considéré par beaucoup comme le premier slasher du genre. Alors bien que pour moi la baie sanglante de Mario Bava soit vraiment le premier, et que je ne veux pas froisser qui que ce soit, je ne vais pas m'étaler sur le sujet et je vais reprendre le cours de mon histoire. Donc nous sommes en 1988. Je suis à l'école, juste avant les vacances de Noël. Un camarade de classe n'arrête pas de me parler d'un film qu'il a vu avec son frère. Jusque-là, rien de bien spécial. Seul petit truc, c'est que ce film lui a fait grave peur. Et moi, comme je ne voulais pas passer pour un trouillard, je lui ai ouvertement dit « Ouais, ben moi tu peux me montrer ce que tu veux, j'ai peur de rien. » Résultat, le lendemain, le mercredi, dans son cartable, il avait amené la fameuse VHS de Black Christmas. Je savais non plus que j'avais pas 10 ans pour la regarder, car la cassette appartenait à son frère et qu'il me l'a passée en loose day. Bon, fallait pas que je traîne trop pour le regarder. Donc à peine arrivé à la maison,
ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé les volets, comme je faisais d'habitude, j'ai mis la VHS dans le magnétoscope, je me suis installé dans le canapé, et c'était parti. On verra si je vais flipper. Alors Black Christmas est un film canadien, sorti en 1974. Il est réalisé par Bob Clark, qui, bon, il a fait quelques petites perles cinématographiques, faut le reconnaître. Notamment la saga des Porky's, qui, on va dire, si ça devait sortir maintenant, ben ça verrait pas le jour. Le vainqueur avec Dolly Parton et Sylvester Stallone. Alors celui-là, celui-là, il était pas obligé de sortir maintenant, remarque. C'est un gros nanar. Et aussi, il a fait des métrages moins connus comme Turk 182, comme Les Petits Génies, Karate Dog. Ah oui, Karate Dog, je vous confirme, ça existe bien comme film. C'est un chef-d'œuvre, on va dire. Un chef-d'œuvre nanardesque, mais un chef-d'œuvre. Le métrage commence de nuit, devant une bâtisse de campus universitaire qui abrite la fraternité Pi Kappa Sigma. Oh la vache, je me rappelle encore de mes cours de latin. Oh, trop bien. Mais oui, évidemment. Tu ne penses quand même pas, vu comment tu t'exprimes, que les gens qui regardent ta vidéo vont croire que tu fais du latin. Hein? Qui c'est qui a dit ça? Il y a des trucs chelous qui se passent ici. Ça fait quelques jours. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai reçu sur mon bureau. Au départ, je croyais que c'était Bazinga qui m'avait envoyé ça. Regardez. Je vais vous montrer ça. Vous voyez ? Je peux vous venir en aide, Monsieur Webb. Je peux vous venir en aide, Monsieur Webb. Je pensais que c'était une mauvaise blague. Mais il y a des trucs bizarres. Allez, va. Revenons au film. Donc, bâtisse, nuit, fraternité, elle est plutôt d'ailleurs bien décorée pour les fêtes de Noël. Une jeune femme, qui je suppose doit y habiter, rentre par la porte. À l'extérieur de la maison, une silhouette à la démarche légèrement de mec bourré épie l'intérieur de la maison. Voire même va l'escalader jusqu'à un étage, je dirais même jusqu'au grenier, pour s'y glisser justement au sein de ce grenier. Alors ça fait à peine 4 minutes que le film a commencé et je suis déjà pas serein. Et puis, faut pas oublier que j'ai une dizaine d'années à tout péter. Faut pas oublier. Dans le salon, un groupe d'étudiants prend un apéro et discute, lorsque le téléphone se met à sonner. Alors oui, le téléphone, il est hyper important dans ce métrage, vous allez comprendre pourquoi. C'est un appel pour Barbara, sa mère plus précisément. Et elle est contrainte de changer de pièce parce que les autres étudiants gueulent un peu trop fort et foutent un bordel pas possible. Donc, dans le même temps, la personne qui s'est glissée dans le grenier accède enfin à l'intérieur de la maison par la trappe qui mène dans toutes les maisons américaines du grenier au couloir. Et il en profite pour mater Barbara au téléphone qui se trouve légèrement en contrebas. Sur le pas de la porte d'entrée, Claire dit au revoir à Chris, qui n'est autre que son petit ami qui est passé à l'improviste lui faire un petit coucou. Alors une fois son coup de fil terminé, Barbara rejoint le groupe et propose de prendre sa place avec sa famille au ski, à qui serait capable de les supporter. Le téléphone retentit à nouveau. Cette fois c'est Jess qui prend l'appel. Et par contre, personne n'est à l'autre bout du fil. Seulement une voix gémissante. La jeune femme prévient les autres membres de la maison que cette personne est encore en ligne et que c'est pas vraiment la première fois qu'elle appelle, et que ça commence à devenir sérieusement flippant et bien casse-couille. Toutes les filles s'agglutinent autour de Jess pour entendre les gémissements. Mais il y a aussi le rire et les insultes que l'interlocuteur commence à proférer. Barbara va prendre le combiné et va remettre en place le détraqué devant une assemblée médusée par l'assurance que la jeune femme dégage. Claire se rend dans sa chambre pour terminer ses bagages, avant que ses parents viennent la chercher, mais quelqu'un l'observe depuis sa penderie. Elle se sent épiée. Bizarrement, elle regarde un peu partout et elle entend le chat gémir. Elle se rapproche de la penderie pour au final s'y faire agresser. Retour au rez-de-chaussée, l'arrivée de Mademoiselle Mancheveri, la doyenne de la sororité. Une sororité, c'est la même chose qu'une fraternité, sauf que la sororité, c'est pour les sœurs, et la fraternité, c'est pour les frères, tout simplement. Donc, Madame Mancheri, c'est la doyenne de la sororité. Elle arrive avec quelques paquets et provoque une liasse autour d'elle. C'est une vieille fille qui se retrouve au centre de l'attention quand elle va montrer sa tenue pour la nuit de Noël. Bizarrement, les filles vont lui demander de l'enfiler. Je vois vraiment pas pourquoi. Dans le même temps, la fameuse silhouette qui fait des allers-retours entre le grenier, le couloir et les chambres, elle s'est débarrassée de Claire. Elle va aussi quitter sa chambre en silence pour remonter au grenier. La vieille Mancheri, on va dire pour être légèrement tranquille 5 minutes, elle va renvoyer tout le monde hors du salon. Elle va prendre un livre
livre dans la bibliothèque, un livre bien précis d'ailleurs, et ce dernier en fait est une cache pour une flasque de whisky. Après une bonne rasade d'alcool, le téléphone se remet à sonner. Cette fois, c'est pour Jess. C'est Peter Smith, son petit ami, avec qui elle doit avoir une conversation très importante. Ce dernier lui dit qu'il l'écoute, mais Jess ne souhaite pas vraiment lui parler par téléphone, elle préfère lui parler de vive voix. Alors, préoccupée ou excédée, à ce stade, je sais pas vraiment bien, mais en tout cas, la jeune femme raccroche. Dans la salle de bain ou la salle d'eau, je ne sais pas comment on dit aux États-Unis, mais donc la vieille Mancheri se lave les chicots. Elle pense aussi à récupérer une autre flasque qu'elle avait pris soin de cacher très discrètement dans le réservoir des toilettes. Alors elle est alcoolique, soit, mais elle est super ingénieuse. Jess se rend devant la chambre de Claire. Elle toque à la porte et personne ne répond. Bon, et pour cause, la pauvre Claire, elle est morte étouffée. Le lendemain, Monsieur Harrison, le père de Claire, l'attend, mais comme elle est en retard au rendez-vous qu'ils avaient prévu tous les deux, sans déconner, même morte, elle n'arrive pas à être à l'heure. C'est vraiment n'importe quoi. Son père décide d'aller directement à la sororité pour gagner du temps et la récupérer. C'est Mancheveri qui le reçoit et qui lui dit que sa fille doit être dans le coin car ses affaires sont prêtes. Elle lui propose de se rendre dans la salle commune où est organisée une fête pour les enfants défavorisés en attendant que sa fille arrive. La vieille fille demande à Monsieur Harrison même si elle peut lui rendre service en l'amenant faire une course le temps que Claire revienne. Bon, ce dernier accepte. Jess, quant à elle, va voir Peter comme convenu pour discuter. Alors elle lui annonce une super nouvelle, elle est enceinte mais elle ne veut pas garder l'enfant. Le problème c'est que Peter, lui, il ne veut rien savoir quand il apprend ça. Il souhaite par-dessus tout que Jess conserve leur enfant. De retour à la sororité, Jess reçoit un nouveau coup de téléphone, assez flippant cette fois-ci, qui demande une Amélie, et qui demande aussi ce qu'elle a fait du bébé. Monsieur Harrison se rend au commissariat pour déclarer la disparition de sa fille. Il est accompagné de Phyllis et de Barbara. Alors comme le flic n'est pas vraiment réceptif, on va dire, et qu'il refuse de prendre la plainte en prétextant qu'elle doit être certainement avec un mec en train de s'amuser, bel esprit la police des années 70. Nickel. Tout a commencé par là en fait. Jess cherche Claire à son tour et elle rend visite à Chris, qui est à un entraînement de hockey. Mais ce dernier, lui, est au courant de rien du tout. Le soir venu, Peter passe une audition de piano devant les 3 juges, qui sont totalement impassibles. C'est pas le casting de The Voice, les gars. Du tout. Pendant que Chris et Jess se rendent au commissariat pour parler au lieutenant Kenneth Fuller, du comportement déplacé de l'agent Nash et d'expliquer aussi le cas de la disparition de Claire. À la pension, le repas se termine. Barbara est ronde comme un cul de pelle et elle tient des propos assez déplacés à Monsieur Harrison. Phyllis et Miss Mac essayent de faire comprendre à la pocharde de service qu'elle va vraiment trop loin et qu'elle ferait mieux d'aller se coucher. Elle râle un peu, mais malgré tout, elle accepte. L'audition que passe Peter s'étant plutôt très mal passée, il pète un fusible et il se venge sur le pauvre piano qui lui avait pourtant rien demandé. Dans le parc un peu plus bas, le lieutenant Fuller a pris au sérieux la disparition de Claire et organise une battue pour la retrouver et peut-être également retrouver la jeune fille de 13 ans qui a disparu la veille. À cette battue se joint tout un tas de badauds, mais aussi Monsieur Harrison, Chris, Jess et Phyllis. À la pension, Miss Mac termine sa valise lorsqu'elle entend le chat. Les miaulements l'amènent jusqu'à monter au grenier, on sait pas vraiment pourquoi, parce que bon, le chat, je veux bien qu'il soit balèze, mais bon, de là à monter à une échelle, faut pas déconner non plus. Ou justement, la silhouette l'attend pour la tuer, lorsqu'elle aperçoit le corps de Claire sur une chaise à bascule avec un plastique qui l'a étouffé. Alors, un crochet bien lancé avec une poulie, et hop, la vieille Mancheri, elle est plus. Au cours de la battue, justement, on y revient, le corps de Janet, la petite de 13 ans, est découvert par Monsieur Harrison. De retour à la pension, le téléphone sonne encore. Et quand Jess décroche, c'est toujours la même voix de détraqué. Ces dernières lui font peur et menacent une certaine Amélie. Toujours à parler de cette Amélie et du bébé. Elle décide d'appeler la police. Et c'est à ce moment-là que surgit Peter, avec qui elle avait rendez-vous. Il lui annonce qu'il souhaite quitter le conservatoire et épouser Jess, pour qu'il puisse avoir une vie de famille et qu'elle conserve le bébé. Ah ouais, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs, lui. La jeune femme refuse sa demande, ce qui a un tantinet vraiment déstabilisé Peter. Commence à menacer Claire si elle décide de se faire avorter. Et puis il prend la porte. Dans le même temps, à la sororité, arrivent Fuller, Chris et Phyllis. Le temps que le gars des télécoms place la ligne sur écoute pour que la police puisse entendre, le policier, le lieutenant Fuller, fait le tour de la sororité pour voir si tout est ok. Et il en profite pour poser quelques questions. Et il leur indique également qu'un flic est posté dehors pour surveiller la bâtisse. Donc si elles ont quoi que ce soit, faut pas qu'elles hésitent à aller le voir. Alors à peine parti, Phyllis craque dans les bras de Jess. Il lui conseille d'aller se reposer un peu. Alerte. Alerte.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Quelques instants plus tard, Jess est assise devant la cheminée lorsqu'elle entend Barbara s'étouffer. Elle fonce dans sa chambre et la trouve en pleine crise d'asthme. Barbara lui raconte qu'elle a fait un cauchemar. C'est ce qui certainement lui a provoqué la crise d'asthme. Alors tout rentre dans l'ordre bien évidemment, enfin pour le moment, lorsque des cantiques de Noël résonnent devant la porte. Jess descend, elle ouvre la porte justement, et ce sont des enfants qui commencent à chanter les cantiques classiques de Noël. Vu le bruit que font les enfants en chantant, ça laisse tranquillement la silhouette le temps de se glisser dans la chambre de Barbara très discrètement, de se pencher juste au-dessus d'elle, tout en disant le prénom Agnès, ce qui va réveiller la jeune femme, et en fait il va la poignarder, tout simplement. Les enfants s'en vont, Jess rentre, le téléphone sonne, elle répond, et c'est toujours le même malade qui est au bout du fil. Seulement, l'appel ne durant pas assez longtemps, la police ne peut pas le localiser, parce que ça ne se fait pas informatiquement comme maintenant, ça se fait à l'ancienne, où il fallait se déplacer sur le réseau directement. Jess se confie à Phyllis, et lui dit que tout comme elle, la peur commence à l'envahir. C'est à ce moment précis que Peter appelle en pleurs pour demander à Jess de ne pas avorter leur enfant. La police écoute en parallèle à l'appel pour tracer aussi. La jeune fille va le faire parler, mais ce dernier raccroche, juste au moment où elle lui demande où il se trouve. Le lieutenant Fuller rappelle Jess pour discuter un peu de ce dernier appel. Il va lui poser quelques questions sur Peter, qui paraît quand même être le suspect numéro 1. Alors, c'est pas Sherlock Holmes, mais je pense qu'à un moment donné, on est quand même pas loin de la vérité. Phyllis monte à l'étage pour voir comment va Barbara, et la porte de la chambre se referme rapidement derrière elle. Pendant que Jess vérifie les portes et les fenêtres, le lieutenant Fuller se rend au conservatoire. Le téléphone résonne une fois de plus dans la sororité. Jess répond, et la voix reprend de plus belle en hurlant « Où est le bébé ?» Cette fois, l'appel est tracé. Graham, le gars des télécoms, appelle la police pour donner l'adresse. Il se trouve que cet appel, et tous les autres, proviennent de la pension. Fuller appelle la voiture qui surveille la maison, mais sans réponse. Vu dans quel état il est, à mon avis, c'est tout à fait logique. Ça doit être vachement compliqué de parler la gorge tranchée. Surtout quand il y a le sang qui coule. L'agent Nash appelle Jess sur les ordres de Fuller pour lui dire de sortir de la maison. Comme elle est un peu longue à la détente, il lui dit que les appels viennent de l'intérieur et qu'elle est en danger. Donc elle doit sortir au plus vite. Jess pense aussitôt à ses amis qui sont au premier étage, elle hurle leur prénom et par la même occasion va prendre le tisonnier pour se protéger. Bien sûr, c'est pas le castor le plus utile au barrage à la Jess. Elle n'écoute pas du tout le sergent Nash et elle décide de monter chercher les autres pensionnaires. Et à peine pénétrée dans la chambre de Barbara, elle trouve les deux corps ensanglantés sur le lit, celui à la fois de Phyllis et de Barbara. Elle recule légèrement, en tournant la tête, elle voit un œil dans l'encadrement de la porte qui la surveille. Ni une ni deux, elle va pousser la porte violemment, histoire de pouvoir s'enfuir et descendre vers le rez-de-chaussée pour se casser le cou. Seulement, les portes, elle les a fermées à clé, comme elle est un peu teubée, elle n'arrive pas à ouvrir la porte, donc elle va vite s'échapper vers la cave. La silhouette qui la poursuit n'est plus du tout silencieuse maintenant. Elle hurle tout ce qu'elle peut. Tiens d'ailleurs, écoutez un peu. Un truc que je comprends pas. Le tueur, il passe tout le long du métrage à être silencieux, à pas se faire voir, et là, d'un coup, il pète un fusible, il gueule tout ce qu'il peut. Cherchez l'erreur. Donc le tueur essaie de forcer la porte de la cave, mais comme il n'y parvient pas, il va lâcher l'affaire. Jess s'enfonce dans la pénombre de la pièce quand elle entend une voix dehors. Une silhouette longe les murs, c'est la voix de Peter qui résonne. Il casse un carreau et se glisse dans la cave. Il appelle Jess car il ne la voit pas, pour enfin finir par la trouver. La police arrive enfin sur les lieux. Fuller découvre une Jess inconsciente, le corps de Peter ensanglanté sur elle. Quelques minutes plus tard, ils sont remontés à l'étage. Jess s'est allongée sur le lit, le médecin l'a mis sous sédatif, car elle est très choquée. Ils vont la laisser se reposer un peu, sous les yeux bien sûr attentifs de la police, qui se demande encore ce qui a pu motiver Peter à tuer toutes ces personnes. Le temps de donner toutes les directives, les policiers et le docteur sortent de la chambre et laissent la pauvre jeune femme se reposer. Et pourtant, ce n'est pas terminé. Une voix se met à chanter dans le grenier. Et il se trouve que c'est la même voix que pouvait entendre Jess au téléphone. Donc cela voudrait dire que Peter était innocent, ou bien... Alerte. Alerte. Alors voilà comment se clôture Black Christmas. Je me souviens d'avoir frissonné sur, on va dire, les 10 dernières minutes. Parce que bon, voilà, j'étais jeune et effectivement, ça commençait un peu à être tendu. Tout le long du film, techniquement, il n'y a rien eu de bien flippant. On ne voit
strictement aucun meurtre, peut-être à part celui de Barbara, mais sinon on ne voit rien. Je comprends pas pourquoi mon pote il a eu peur. Donc le lendemain, j'ai ramené la cassette vidéo à mon pote, et il m'a dit alors, t'as pas eu trop peur? T'as réussi à dormir? Alors, quand il a vu que Black Christmas ne m'avait pas vraiment effrayé, comme il aurait pu le penser bien évidemment, mon camarade n'en revenait pas. Il m'a demandé, mais c'est pas possible, c'est quoi toi qui te fait peur dans ces films? La réponse que je lui ai donnée, vous l'aurez dans une prochaine vidéo, c'est promis. Alors oui, effectivement, je pense que j'étais trop jeune pour apprécier ce métrage. Parce que tout est joué... Alors oui, effectivement, je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour apprécier ce métrage. En fait, je pense tout simplement que, comme beaucoup de films à cette époque-là, tout se jouait sur la subtilité de ne rien montrer et tout suggérer. Sauf que, moi, pour moi, qui étais habitué à des films avec du sang énormément, avec des meurtres bien crado, là, j'ai été un peu resté sur ma faim. Au casting, nous retrouvons la jeune Margot Kidder, celle qui deviendra l'éternelle Lois Lane dans Superman de 1978. Puis, en 1979, elle sera à l'affiche d'Amityville, La Maison du Diable. Je la verrai aussi dans pas mal d'autres films par la suite, comme Louisiane, Un crime dans la tête, Le clown de l'horreur, Crime et Punishment, mais aussi dans Halloween 2, celui de Rob Zombie bien évidemment. À ses côtés, pour incarner le lieutenant Fuller, j'ai nommé Monsieur John Saxon. Comment présenter un acteur de ce rang-là? Il a eu tellement de rôles, souvent secondaires, que je ne pourrais pas tous les citer en une seule vidéo. Mais je vais quand même vous donner quelques titres qui sont relativement marquants. Alors il y a eu pêle-mêle le tout premier A Star is Born avec Judy Garland, Le flic de Beverly Hills 3 où il joue un agent de sécurité, méchant mais un agent de sécurité. Dans Le Ténèbres de Dario Argento, il joue aussi dans Les Griffes de la Nuit où il incarne Donald Thompson, le shérif et père de Nancy, qui sera l'héroïne du premier métrage. Alors, il fera d'autres films, bien sûr, mais il fera aussi des séries. Il jouera dans L'Homme qui valait 3 milliards, où il incarne le Major Sloan, mais aussi dans la série Dynasty, où il joue le rôle d'un des amants de Alexis Colby, et dans Falcon Crest, où il sera le gendre de Angela Channing. Bon allez, passons au rôle de Jess. C'est Olivia Hussey qui s'y colle. Alors elle, j'ai pu la voir également dans Mort sur le Nil, et aussi, je n'avais jamais fait le rapprochement, mais dans Ça, il est revenu, le téléfilm, où elle joue la femme de Billy LeBeg quand il est adulte, et qui sera paralysée après avoir vu le vrai visage de Ça. Elle jouera aussi dans Headspace, et plus récemment dans Social Suicide. Alors pour finir, je vais vous parler de Keir Dullea, qui joue le rôle de Peter. Alors Keir a joué pléthore de rôles, comme dans La Divine Inspiration, Raison d'État, ou bien encore Le Divin Marquis de Sade, mais son rôle le plus connu reste celui du professeur David Bowman dans 2001 l'Odyssée de l'espace, puis dans sa suite, 2010, l'année du premier contact. Alors c'est à ce moment que je vous annonce la fin de la vidéo, ce qui m'embête un peu, parce que bon, j'ai pas forcément envie qu'elle se finisse maintenant tout de suite, je suis désolé, mais c'est pour... vous donner rendez-vous dans 15 jours, pour la nouvelle année bien évidemment, où on se retrouvera le 10 janvier pour une toute nouvelle vidéo qui risque de changer énormément de choses dans le fil rouge de cette série de films et de mes souvenirs. Déjà, je pense que ce message-là, il va falloir que je sache d'où ça vient. Je sais pas trop. Ça me paraît quand même bizarre. Alors on se retrouve donc le 10 janvier avec une nouvelle vidéo comme je disais et on va retrouver un groupe de gamins qui a combattu des monstres mythiques et qui m'a très profondément marqué comme métrage. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je serai là dès le 1er janvier pour vous faire un petit coucou. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit, ça fait monter la chaîne, je vous le rappelle. Et comme ça, vous avez toutes les nouvelles notifications qui arrivent dès qu'une vidéo sort. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Sur ce, n'oubliez pas, les souvenirs, eh oui, ils sont dans la tête et dans le cœur, et ils ne demandent qu'à remonter. Allez, à très bientôt. Pendant ce temps, à Veracruz... Flo!
Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais devenir folle. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'entends des voix partout, une voix masculine. Oh, du calme, du calme, du calme, du calme. La voix te dit, je peux vous aider? Ouais, ouais. Ok, alors je l'entends aussi. D'accord? T'es pas folle. Ok. Tout va bien. Regarde. J'ai trouvé ça en début de semaine sur mon bureau. Je sais pas qui c'est. Je sais pas d'où ça vient. Et je sais pas d'où vient la voix. Mais je pense que Sirofon peut nous aider. D'accord? Okay. Alors, je vais l'appeler pour avoir le fin mot de cette histoire. Et après, tout va s'arranger. D'accord? Allez, ok. Ça va. T'es pas folle. On a assassiné une petite fille de 13 ans. La fille de M. Harrison a disparu. Et maintenant, les jeunes filles qui vivent dans la même pension qu'elle ont reçu des coups de téléphone obscènes. Oui, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis l'appareil sur une table d'écoute, alors lorsque ça sonnera aussi au poste de police. On a découvert une petite fille assassinée dans le parc ce soir. Oui, je sais. Your phone's ringing. Allô? Allô? Yes. Pour toi, ce n'est rien de plus que de te faire arracher une dent. Oh mon Dieu. Si Bill Graham, voulez-vous que je repasse celui-là?